Je vous avais déjà parlé de Pointe-Saint-Charles dans une autre vidéo, mais j'avais pas beaucoup abordé le côté histoire. Ce qui est un peu absurde, parce que c'est le deuxième plus vieux quartier de Montréal, après le Vieux-Montréal. Donc c'est pour ça que j'ai demandé de l'aide à DJ Org pour faire une deuxième vidéo. La Pointe-Saint-Charles est située dans l'arrondissement du Sud-Ouest. Elle est enclavée non seulement par le canal de la Chine et le fleuve, mais aussi par des autoroutes et des chemins de fer. OK, donc on est ici présentement devant la maison Saint-Gabriel, qui est anciennement la ferme Saint-Gabriel, ici à Pointe-Saint-Charles. Donc, pendant le régime français, le territoire occupé par la Pointe-Saint-Charles ici, c'est que des fermes. En fait, il n'y a pas seulement la ferme Saint-Gabriel. La plupart des congrégations religieuses ont leur ferme ici. Puis ici, la ferme Saint-Gabriel va rester pendant des années, en fait, jusque dans les années 60. Ça reste un territoire plus grand que ça, parce que ce qu'on voit autour de nous, les blocs appartements, c'est depuis les années 60. C'est assez triste d'ailleurs. Petit commentaire éditorial. Donc, au début du 19e, on commence à faire un premier chemin de fer qui relie Montréal à la Chine. Déjà là, c'est révolutionnaire. On passe d'une journée à une demi-heure, plusieurs départs. En fait, à ce moment-là, ici, ça commence déjà à bouger. On commence à regarder l'endroit comme un endroit stratégique par rapport à la ville de Montréal. Je vous avais déjà parlé de la maison Saint-Gabriel dans une autre vidéo. Je vous avais même montré son intérieur. Cliquez en haut à droite pour voir ça. OK, donc on est présentement ici sur la rue Lebert, devant les ateliers de l'AMT et Alstom, qui anciennement, dans le fond, c'était les ateliers du Grand Tronc. Les ateliers du Grand Tronc, qui sont le CN aujourd'hui, c'était une entreprise un peu révolutionnaire pour l'époque, parce que si on se met en contexte, ici, avant 1850, on est toujours dans les champs de la ferme Saint-Gabriel juste à côté. Puis, tu as des industriels qui, inspirés par le succès du canal Erie, décident un genre de plan pour faire de l'argent. Il n'y avait rien de nouveau là-dedans. Ils décident de relier les Grands Lacs à la côte atlantique. Pour ça, ils passent par Montréal, ils doivent faire le pont Victoria, ils doivent faire des ateliers pour s'occuper des locomotives et autres matériels roulants. Donc, ils fabriquent les ateliers du Grand Tronc juste derrière moi. OK, donc on est devant ici la cour de triage de l'AMT, qui était la cour de triage des ateliers du Grand Tronc. On se remet en contexte dans le temps qu'ils ont bâti les ateliers du Grand Tronc en 1854. C'était le principal employeur de tous les gens qui habitaient à la Pointe. Plus de 3000 personnes. Beaucoup de Canadiens français sont attirés des campagnes. Ils viennent ici parce que des perspectives d'emploi intéressantes. Ainsi que beaucoup d'Irlandais qui étaient à Victoriatown à côté, qui avaient été attirés à l'époque pour la construction du canal de la Chine. Donc, ils étaient déjà sur place. C'était de la main-d'œuvre bon marché. Qui maintenant c'est devenu le siège social de EXO, les trains de banlieue. Donc c'est un peu ici qu'ils réparent les trains de banlieue. Donc la vocation ferroviaire a été conservée, puis ça sera appuyé parce que je ne sais pas si on voit un petit peu au loin, mais les piliers du nouveau REM sont en construction, donc d'ici quelques temps, on va aller voir passer le nouveau REM. Alors, on est présentement sur le site même des écluses Saint-Gabriel. Donc, au tout début du canal de la Chine, ici, il y avait des écluses très prisées à l'époque, un des seuls moyens d'énergie. Et puis, derrière moi, le bâtiment qu'on voit, c'est l'usine des sucres Red Pat. Donc, M. Red Pat, lui, il avait saisi toute l'importance du site pour avoir de l'énergie pour faire sa raffinerie. Donc, en 1854, là, un des premiers à s'établir ici, il construit l'usine des sucres Red Pat. Évidemment, à l'époque, c'était plus petit. Ça prend l'expansion, ça emploie tout de même beaucoup d'employés. À une certaine époque, ça fournit presque la totalité des sucres pour tout le Canada. Donc, c'est un site important. Au tournant des années 80, l'entreprise est fermée. Il délocalise dans les Antilles, puis il laisse le site abandonné. Puis par la suite, c'est transformé en condominium au tournant des années 2000. Très beau site encore aujourd'hui. Les gens qui ont acheté à l'époque ont fait une très bonne affaire. C'est un lieu merveilleux avec une très belle vue sur Montréal.
Donc, une fois que les industries sont arrivées, les ateliers du Grand Tronc, le canal La Chine, c'est véritablement plus un village, mais une petite ville industrielle qui se développe. À ce moment-là, c'est encore embryonnaire. Tu as certains promoteurs qui rachètent des morceaux de ferme pour en faire des quartiers. C'est plein de petits îlots bâtis, entourés d'anciens champs qui vont vite être développés par d'autres industries. Donc, on se retrouve dans une petite enclave résidentielle entourée d'industries, de chemins de fer, de canals et de fleuves. Bref, un véritable ghetto. De 1880 à 1930, c'est là que tout se bâtit assez rapidement. Puis après ça, annexé à Montréal très rapidement, puis ça devient un autre quartier montréalais. OK, donc on est présentement devant la Norton Electric, qui est le gros bâtiment imposant derrière moi, qui est un peu le phare de Pointe-Saint-Charles. Alors, il faut comprendre, ce bâtiment-là, construit en 1913, était une usine de câbles et de fils destinée au téléphone. Parce qu'à l'époque, en 1913, le téléphone, c'est comme l'Internet aujourd'hui. Tout le monde le veut, tout le monde se l'arrache, ça change le monde. Et puis, grosse entreprise qui va rester là à titre de télécommunication jusque dans les années 70. Ensuite, ça va devenir Nortel. Et puis, au tournant des années 2000, ça va devenir des lofts commercialo, résidentiello, nouvelles technologies, si on veut. En ce moment, il y a plusieurs petites entreprises qui sont là. Ceux qui se souviennent de l'émission La Revanche des Nerds à Canal Z, c'était tourné ici, dans l'ancien bâtiment de la Norton Electric. OK, donc on est présentement toujours à Pointe-Saint-Charles, sur la rue Centre, qui est comme la rue principale de Pointe-Saint-Charles. Derrière moi, il y a l'église Saint-Gabriel et l'église Saint-Charles, qui sont un peu les deux temples des deux communautés qui coexistaient ici à l'époque. Donc, je parle des catholiques et des protestants. Les deux églises côte à côte, c'est pas un hasard. Il y avait une espèce de compétition non officielle, un genre de battle, à savoir qui allait avoir le clocher le plus haut. Aujourd'hui, une des deux églises a perdu son clocher à cause d'un incendie, mais ça donne une bonne idée du contexte de l'époque, des deux communautés qui habitent ensemble paisiblement, mais toujours dans une genre de compétition. Donc, au tournant des années 30, le quartier a pas mal atteint sa maturité. Le coin, c'est pas mal tout développé. Il n'y a plus de terrain en friche. C'est pas mal industriel et résidentiel, à part quelques exceptions. Il y a quelques grands travaux pour pallier la crise, mais en gros, le quartier commence une genre de stagnation. Tu as certaines nouvelles communautés qui s'ajoutent. Donc, on parle principalement des Ukrainiens, des Polonais. Quelques Afro-Américains viennent peupler le quartier. Mais le quartier est vraiment sur le début d'un déclin. À partir de 1950, le quartier commence tranquillement, pas vite, une longue descente aux enfers. Premièrement, un gros déclin industriel. Les vieilles industries qui sont là depuis plus que 100 ans commencent à se relocaliser en périphérie de la ville. Il y a aussi le fait que le canal La Chine est un peu laissé à l'abandon parce que tu as la voie maritime qui vient de faire son apparition. La plupart des emplois commencent à partir, donc les manufacturiers tendent à partir aussi. Puis ça fait que le quartier des années 30, où il y avait plus de 30 000 personnes qui l'habitaient, passe dans les années 80-90 à moins de 11 000. Donc, c'est une longue descente aux enfers. Le quartier se cherche une nouvelle vocation. C'est vrai qu'encore aujourd'hui, en 2021, Pointe-Saint-Charles semble se chercher un peu. Oui, il y a quand même pas mal de gentrification, plein de nouveaux condos. On voudrait pas que Pointe-Saint-Charles ressemble à ses voisins de Griffintown. Mais heureusement, il y a encore de très jolies maisons et des duplex à Pointe-Saint-Charles. Le quartier n'a pas un très grand choix de commerce quand même. Ils sont pour la plupart sur la rue Centre. C'est sur cette rue-là qu'on peut trouver des vieilles boutiques sympathiques. Ou des restos plutôt branchés. Je
sais pas si c'est parce que le quartier est enclavé, mais il y a une ambiance vraiment spéciale à Pointe-Saint-Charles. C'est vraiment très tranquille. Et ça serait vraiment intéressant que ça reste comme ça. Ça fait de Pointe-Saint-Charles un quartier unique. Donc voilà ce qui met fin à ma vidéo sur ce quartier. J'espère que vous avez aimé. Un petit pouce en l'air en bas de la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Et là-dessus, on se dit à très bientôt.